Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Chez François, on aime bien recevoir les candidats aux élections européennes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour Xavier Azalbert et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Donc, on rappelle, vous êtes président, fondateur de l'UPR. On va reparler un petit peu de l'UPR. Vous êtes tête de liste candidat aux élections européennes le 9 juin. Il reste quelques semaines. On est en plein dans la campagne. On vous voit quand même sur pas mal de plateaux télé, même si on sait que vous avez toujours eu quelques problèmes de notoriété, quelques problèmes d'accès aux médias, vous l'avez souvent dit. Mais avant de rentrer dans ce genre de détails qui font peut-être le chou gras de beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'UPR, qu'on revienne un peu à des notions de parti politique. Vous êtes souvent revendiqué de mouvance gaulienne. Pour vous, quelles étaient les qualités de cet homme et quels étaient ses défauts aussi qui vous fait vous relier à cette mouvance? Je pense que fondamentalement, De Gaulle, il avait quelques caractéristiques dans lesquelles je me reconnais, en tout cas qui sont, je pense, aussi un peu les miennes. D'abord, premièrement, c'est quelqu'un qui n'avait pas envisagé de faire de la politique. Il a fait de la politique par raccro. En 1940, il allait avoir 50 ans. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est entré en politique à 22 ans. Il n'a pas fait sa carrière. Voilà. Il n'avait jamais envisagé de faire sa carrière là-dedans. Et de ce point de vue-là, moi-même, j'ai créé l'UPR en 2007, c'est-à-dire, j'allais avoir 50 ans, exactement au même âge que De Gaulle, si j'ose dire. Deuxièmement, ce qui caractérise, je pense, De Gaulle, c'est le fait de, c'est le fait de ne pas hésiter à prendre le contre-pied, j'allais dire, de tout l'univers qui l'entoure. À transgresser. À transgresser, l'homme qui a dit non, on l'a appelé, qui est tellement sûr de ses analyses qu'il prend le contre-pied de tout ce qui l'entoure. Voilà. Il suffit de lire, par exemple, les premiers chapitres des Mémoires de guerre, notamment le premier qui s'appelle La Pente, où il explique que lui, il voyait ce qui était en train de se passer outre-Rhin, il voyait que Hitler développait la construction de forces armées blindées, de chars, etc. Et lui, donc, il est dans la haute hiérarchie du ministère des Armées, mais il n'est pas au niveau décisionnaire, et donc il va tirer les sonnettes, il va voir Weygand, je crois, il va voir, et il tombe sur des gens qui disent oui, c'est très intéressant, mais excusez-moi, j'ai mon rendez-vous à la Chambre des députés, etc. Et donc, De Gaulle, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment fatidique, j'allais dire, il fait tapis, comme on dirait, au jeu. C'est-à-dire qu'il met en cause non seulement sa carrière, mais même sa vie. Vous savez qu'il a quand même été condamné à mort par contumace à 2 reprises. Il ne tergiverse pas avec ce qu'il pense être l'honneur, la survie du pays, ce pourquoi il faut engager sa vie, quoi. Voilà. Donc l'intérêt supérieur de la nation, voilà. On rappelle, c'est quand même un militaire, donc l'intérêt supérieur de la nation, il l'a servi de sa vie, et il a servi la politique de la même manière, vous pensez? Moi, je pense. Et si j'ose me comparer un peu à lui, moi j'avais une carrière toute tracée. Hein. J'avais fait HEC, j'ai sorti vice-major de l'ENA, un inspecteur des finances, inspecteur général des finances. Normalement, je devais aller dans une grande banque française où j'aurais été au minimum directeur général ou directeur général adjoint, voire président, et où j'aurais gagné des sommes monumentales. J'ai souvent cité cet exemple de Frédéric Oudéa, par exemple, le mari de Madame Oudéa-Castéra, qui a le même parcours que moi. Enfin, il a fait l'ENA, il est sorti à l'inspection des finances, on a 1 an de décalage. Donc lui, il était allé à la tête de la Société Générale, et d'après ce que j'avais vu dans le magazine Challenge, mais c'était il y a 10 ans déjà, il gagnait quelque chose comme 260 000 euros par mois, sans compter les stock options. Donc ça fait que, vous imaginez, c'est quelque chose du style 3-4 millions d'euros par an, sur lesquels j'ai fait une croix. Donc déjà, il me semble que c'est un élément que les gens qui se posent des questions sur ma personnalité doivent prendre en considération, et qu'ils devraient avoir sur tous les responsables politiques. C'est-à-dire se poser la question de savoir, par exemple... quels sacrifices ils ont fait. Quels sacrifices ils ont fait. Et s'ils ne faisaient pas de la politique, qu'est-ce qu'ils feraient? Voilà. Et moi, honnêtement, je ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Je suis très content de ce que je fais parce que je suis en harmonie avec ce que je pense. Et je pense que dans une vie, c'est la chose la plus importante. Parce que moi, j'ai des amis qui sont entrés dans des banques, etc. Il y en a un qui est mort prématurément. Il y en a qui
parce qu'ils sont pas contents de ce qu'ils font, en fait. Ils le diront jamais. Mais ils appartiennent à un univers qui n'est pas le leur. Ils n'avaient pas fait l'ENA pour ça. En fait, ils sont amenés par les événements à prendre des décisions, à vivre dans l'univers uniquement de la loi du fric maximum, et dans un univers où ils comprennent, ils sont pas bêtes, que la France est en train de sombrer. Donc moi, je suis en harmonie avec moi-même, et ça a un coût. Ça, le coût, c'est celui que j'ai payé, justement, d'une certaine façon, en brisant ma carrière administrative et professionnelle. Pour rentrer en politique. C'est un peu, vous savez, c'est une parole quasiment christique. Hein, c'est que il faut tout abandonner pour sauver sa vie. Enfin, c'est pratiquement ça. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'a fait De Gaulle aussi, puisque donc il est quand même allé très loin. Hein. Moi, j'ai pas été condamné à mort par contumace, mais j'ai été condamné à mort médiatique et administrative. C'est-à-dire que je suis celui dont on ne doit jamais parler. Alors, derrière tout grand homme, il y a des forces, mais il y a aussi des faiblesses. Alors, est-ce que vous reconnaîtriez quelques faiblesses au général de Gaulle, ou est-ce que vous reconnaîtriez quelques faiblesses à vous-même? Alors, je sais que c'est pas très français, justement, mais j'aime bien poser ces questions-là parce que parfois, derrière de ces faiblesses, on en fait des forces. Faiblesse de Gaulle, je pense qu'il avait tendance peut-être à parfois être un peu trop sûr de lui-même. Et surtout, je pense que le reproche numéro 1 qu'il faut lui faire, c'est de ne pas avoir su assurer sa succession. Ça, je crois que c'est vraiment le problème numéro 1. C'est-à-dire qu'il a apporté quelque chose, il a sauvé la patrie à 2 reprises quand même. Hein. Normalement, il aurait dû avoir la sagesse il avait mis ses espoirs dans Pompidou, qu'il avait connu dès 1944. Hein. L'idée selon laquelle il est allé le chercher chez Rothschild est une idée fausse. En fait, Pompidou avait été... De Gaulle, quand il arrive en 44 à Paris, demande un Normandien sachant écrire, on lui propose ce type-là. De Gaulle demande ça, on lui propose Pompidou. De Gaulle n'a pas réussi à ça. Et puis il avait aussi quelque chose, je pense, c'est que il était né en 1890. En 1958, quand il revient au pouvoir, il a 68 ans. Et je pense que à l'époque, les gens qui ont 68 ans, c'est un peu l'équivalent de gens qui aujourd'hui ont 78 ou 80 ans. Hein, les gens restent beaucoup plus jeunes, beaucoup plus longtemps maintenant à notre époque. Donc déjà à son époque, c'était un homme âgé. Et il faut voir aussi qu'il n'y avait pas Internet, il y avait qu'une seule chaîne de télévision même. Puis on faisait des métiers manuels qui étaient beaucoup plus fatigants. La vie était plus dure. La vie était plus dure. Quant à l'information, en fait, tout le monde sait par exemple que De Gaulle détestait le téléphone, donc il était un peu reclus dans son univers de Colombelle et de deux églises. Et Pompidou avait eu l'intelligence de faire le lien entre Paris et Colombey. Donc De Gaulle n'a pas vu, je pense, le monde nouveau arriver. Et là, ça c'est aussi ce qu'on peut lui reprocher, c'est que il n'a pas vu arriver, par exemple, tout ce qui est le soft power à l'américaine. En 1965. Même s'il l'a critiqué quand même. Il critiquait bien sûr les États-Unis, mais il avait une trop grande confiance il avait une vision à la Charles Péguy de la France, une espèce, la Madone des fresques, etc. Donc il pensait qu'il y avait une espèce de corps mystique de la France qui surmonterait tout. Il n'a pas vu que la France allait avoir des évolutions sociologiques considérables. La France d'aujourd'hui a quand même plus grand rapport avec la France des années 50. Il y a eu l'effondrement notamment de l'Église catholique, qui d'ailleurs ne lui était pas favorable. Hein, les catholiques, l'Église n'était pas favorable à De Gaulle, mais il y avait quand même un certain nombre de valeurs, d'amour de la patrie, etc., qui existaient, qui maintenant sont quasiment devenues des valeurs qu'il faut quasiment cacher. Et puis il n'a pas vu arriver les manipulations, tout ce qui est programmation neurolinguistique, tout ce qui est venu des États-Unis, le soft power, comment manipuler les esprits, voilà. Et la meilleure preuve, c'est le lancement de Le Canuet en 1965, hein, qui, avec un sourire carnassien, un sourire de dentifrice américain, il n'avait pas vu arriver tout ça. Il n'a pas vu arriver non plus ce qui, à mon avis, est la première révolution de couleur, c'est mai 68, qui lui a été lancé dans les pattes. Et il y avait certainement les services américains. Cher, mais voilà. Donc ça, c'est un peu les reproches. Il n'a pas su décrypter un certain nombre de forces d'avenir, et donc il n'a pas rendu
ce qu'il a fait qui est absolument essentiel, il ne l'a pas rendu, il ne s'est pas assuré de la pérennité de ça. Et on voit justement la suite, c'est que son discours et ce qu'il a fait est détruit. Alors, quant à mes défauts, moi, personnellement, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est difficile de dire quels sont ses défauts. Contrairement à ce que, je sais qu'il y a des gens qui disent que j'ai un melon extraordinaire, mais pas du tout. Enfin, les gens qui disent ça ne me connaissent pas. Au contraire, j'ai des collaborateurs, c'est eux qu'il faut interroger. Donc, j'écoute beaucoup les gens, etc. Non, ce que j'aurais, une petite tendance peut-être, c'est à me mettre en colère, parce que je suis quelqu'un d'un peu entier, et donc je suis obligé de lutter contre moi-même depuis que je suis petit, parce que je supporte pas tout ce qui est les injustices, les promesses qu'on fait qui me, par exemple, j'ai un exemple tout frais là. Je suis passé à France 3 hier, on me dit que je vais avoir 10 minutes, paf, j'ai 5 minutes, 58 secondes. Je suis rentré de là avec une colère froide et rentré, j'étais furieux. Je n'arrive pas à prendre à me détacher. Quand je vois que M. Glucksmann, dont on m'avait dit qu'il ferait 20 minutes, lui, il a le droit à une demi-heure, c'est-à-dire il a le droit à 6 fois plus de temps de parole que moi, alors que je considère que Glucksmann est un agent américain qui est là pour détruire le pays et qu'il est promu par le service public, ce sont des choses qui me font bouillir intérieurement. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Qu'est-ce que j'ai comme défaut? Je suis minutieux. C'est très bien. Je vais vous interrompre quand même sur ce point-là. C'est pas que je sois à la recherche des défauts. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous parlez de ces 5 minutes que vous avez, est-ce que le propre d'un chef de parti, d'un chef d'entreprise n'est pas de prendre l'opportunité, tout en sachant que vous allez prendre des coups bas, donc d'en tirer le meilleur, plutôt que d'avoir d'utiliser cette énergie à être en colère, de l'utiliser à bon escient. Mais c'est ce que je fais. Sur le plateau, personne n'a vu que j'étais en colère, parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi depuis maintenant que j'ai fait de la politique. Ça fait quand même 17 ans que j'ai créé l'UPR. Et quand j'ai créé l'UPR, j'étais vraiment d'une candeur, d'une naïveté assez extraordinaire. Je savais que c'était pas une vallée de roses. Je savais que c'était un univers où il y avait des coups bas. Mais je n'imaginais pas quand même l'univers dans lequel c'est-à-dire où c'est vraiment une espèce d'inversion générale des valeurs, c'est-à-dire c'est le mensonge qui triomphe, la malhonnêteté, les coups bas, c'est l'inversion accusatoire. Donc vous pensez qu'il y avait une certaine éthique quand vous rentrez en politique, vous pensez en particulier chez les journalistes. Je pensais quand même que dans le monde du journalisme, il y avait quand même une certaine éthique. Et j'ai vu que non, en fait, c'est très très rare de trouver des journalistes qui respectent l'éthique de la Charte de Munich, par exemple. Par exemple, que j'ai découvert quand j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017, systématiquement, quand j'arrivais sur un plateau, d'abord j'ai eu 0,8% du temps de parole. Moi, je ne comprenais pas. Enfin, je sais que les gens n'aiment pas quand je parle de ça, mais c'est fondamental. Je croyais qu'il y avait quand même un peu de démocratie. Mais non, quand vous avez 11 candidats, normalement, il devrait y avoir 9,9% par candidat, ça ferait 99%. Chacun serait... Non, pas du tout. Moi, j'ai eu 0,8% pendant les 4 dernières semaines. Avant, personne ne me connaissait. Pendant que Macron, il avait été présenté par les médias pendant 1 an et demi comme le Mozart de la finance, le futur Jupiter, et il a eu 24% du temps. Et quand on va voir le CSA devenu l'ARCOM, et qui vous explique, oui, mais ça dépend, vous avez pas beaucoup parce que vous avez fait des petits scores, et je dis, mais attendez, Macron, il a fait quoi? Il a fait 0. Ah oui, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Non. Donc on ne joue pas dans la même cour, et ça, honnêtement, il y a certains qui vont trouver que je suis un peu débile, un naïf, mais honnêtement, je ne pensais pas à quel point l'ensemble de la société française, au niveau médiatique, comme au niveau des contre-pouvoirs, avait été phagocyté et servait des intérêts qui ne sont pas les intérêts français, en fait. Alors, ceci dit, il y a quand même des artistes, il y a des gens qui arrivent à percer sans le soutien des médias dans le monde de la musique, par exemple. Il suffit de regarder avec les réseaux sociaux, c'est ce que vous avez fait. Donc, vous avez utilisé les réseaux sociaux, 450 000 abonnés. Sur UPR TV, oui. Sur UPR TV. Oui. Donc, vous les avez utilisés aussi. Et malgré ça, vous percez pas, on va dire, vous n'arrivez pas. Alors, est-ce que parce que vous n'avez pas trouvé la bonne chanson, la bonne formule, est-ce que c'est un problème d'adéquation? Alors, d'abord, premièrement, c'est pas du tout la même chose de faire de la politique que de faire des chansons. Bon, vous savez que par exemple, ce qui est très facile pour avoir des millions de vues, vous filmez des petits chats avec une pelote de laine. Alors là, vous avez des millions de vues. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est d'ailleurs ce qui a permis au parti animaliste de faire 2,5% Donc il faut convaincre. Quand on fait de la politique, voilà. On va dire il faut convaincre. Et puis on touche à un secteur qui rebute une partie de la population. Il y a une partie croissante, malheureusement, de la population qui ne veut plus entendre parler de politique. Voilà. Et ils sont tous pareils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Parce que ça fâche dans les chaumières. Parce que les
il y a eu tellement de rebondissements depuis Giscard et depuis Mitterrand. C'est qu'en 81, lorsque les Français votent Mitterrand, les Français, ils croient dans les institutions, ils croient dans la démocratie. La meilleure preuve, c'est qu'au deuxième tour de 1981, de mémoire, il y a eu, je crois, 18% d'abstention, ce qui est très, 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 très faible. Il y a eu plus de 80% de participation. C'est énorme. Or, maintenant, là, par exemple, pour les prochaines européennes, il y aura peut-être 50% d'abstention, peut-être plus. Enfin, on est dans ces eaux-là. Et même à la présidentielle, qui est l'élection phare, on a vu monter le taux d'abstention qui a été très important, notamment au deuxième tour, lorsqu'il y a le choix entre Macron et Madame Le Pen. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment comparer les résultats. Alors, cela étant, effectivement, vous avez la gentillesse de souligner qu'on a on a une chaîne qui marche très bien, UPR TV. On a 97 500 000 vues cumulées, pour prendre une comparaison. La chaîne Horizon TV, créée par Édouard Philippe, dont on nous assure par ailleurs que c'est l'homme politique préféré des Français, en fait, il a, dernière nouvelle, quand j'avais regardé, il avait 68 200 vues. Nous, on en a 97 500 000 vues cumulées. Et lui, il a 2000 abonnés quand on en a 451 000. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui disent, oui, mais les vues ne font pas les voix. On va y revenir. C'est vrai. Mais l'absence de vues ne témoigne pas d'un engouement de la population. C'est comme, par exemple, je reviens sur Glucksmann. C'est quand même extraordinaire de constater que M. Glucksmann, il a sa chaîne qui s'appelle Place Publique, où il doit y avoir quelque chose comme, je sais pas, 1600 abonnés ou 2000 abonnés. Nous, on en a 451 000. Il a fait ses vidéos, elles font, dans le meilleur des cas, 500 vues, 1000 vues, 2000 vues. Moi, j'ai fait 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues. J'en ai même 2 qui ont dépassé 1 400 000 vues. J'ai fait 20 vidéos qui ont dépassé un demi-million de vues. Donc ça veut dire que normalement, par exemple, l'Arcom, si l'Arcom était celui qui doit vérifier, le régulateur devrait se dire, il y a quand même une demande, un intérêt, une appétence du public qui se précipite sur les vidéos de UPR TV, alors qu'il y a une totale indifférence à ce que publie monsieur Édouard Philippe ou monsieur Glucksmann. C'est de la vérité. Et donc, or, c'est l'inverse exact la présentation inverse que l'on trouve dans les médias. Imaginez si ça se passait en Russie. Imaginez ce qu'on dirait en France là-dessus. Alors, pour autant, je termine quand même, si vous me permettez la question que vous m'avez posée, c'est que vous dites, pour autant, vous n'arrivez pas à percer. Alors, je dirais 2 choses. Le premier, c'est que beaucoup de Français ont compris que les grands médias mentaient, manipulaient l'information, etc. Mais il y a quand même toujours, chez beaucoup de gens, notamment les gens qui ne sont pas sur Internet, il y a quand même toujours le sentiment, ah oui, mais il passe pas à la télé. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet effet inconscient de validation. Quelqu'un qui passe à la télé, il est passé à la télé. Vous savez, comme dans les publicités... Oui, il est validé par la télé. Voilà. Ça veut dire qu'il existe. Tamponné, estampillé. Au sens, vous savez, en latin, exister, ex sistere, se tenir en dehors. Donc il apparaît en dehors de la masse uniforme, informe. Il apparaît, donc à partir du moment où il est passé dans la télé, ça lui donne de la crédibilité, en tant que tel. Donc ça, c'est le premier point qui fait que c'est quand même un énorme handicap de ne pas passer dans les très grands médias, ne serait-ce que parce que notre notoriété reste faible. Je pense qu'actuellement, il y a peut-être 20% de la population qui connaît à peu près ce qu'on dit, etc. En 2017, il y avait peut-être 4 à 5%, ce qui permet au passage d'ailleurs de relativiser mon résultat. Il y a des gens qui se moquent de moi, des trolls qui disent « taisez-vous, sinon vous avez fait moins de 1% à la présidentielle, ça veut dire que les Français ne veulent pas de vous. » Pas du tout. Parce que faire un 0,93%, s'il y avait 98% des Français qui me connaissaient, c'était pas beaucoup. Mais faire 0,93%, si en 2017, au premier tour, il y avait peut-être que 4% des gens qui savaient vraiment qui j'étais, ce que je proposais, quelles étaient mes analyses, c'est énorme. Ça veut dire que ça nous donne la possibilité d'imaginer que si on avait 90% de notoriété, on ferait des scores très très importants. Et c'est ça le combat actuellement. Il y a un véritable combat, j'allais dire, de titan qui se passe dans les coulisses. C'est que les médias, les grands médias mainstream, organisent mon invisibilité pour m'empêcher de gagner de la notoriété. Ça, c'est vraiment un point... Donc vous vous sentez victime de cela?
Écoutez, oui, objectivement, oui. Je vais pas ici donner les résultats par exemple, de la période d'équité. Déjà, on semble considérer dans les médias qu'en dehors de la période des élections, on ne doit jamais me donner la parole. C'est quand même incroyable. Et pendant la période d'équité, pendant les 15 premiers jours, j'ai eu 0 seconde quand Madame Hayet a eu 9h20 et Monsieur Bardet à 8h50. Ça, c'est quelque chose aussi que je n'avais pas mesuré avant je savais qu'il y avait, il y avait du favoritisme dans les médias, mais je ne me rendais pas compte c'est pharaonique, c'est colossal. Et ça d'ailleurs ne concerne pas que moi. Il y a aussi des partis alors c'est des partis que moi je considère comme étant marginaux par rapport aux enjeux, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui voudraient faire connaître, par exemple, je sais pas, le parti Europe Espéranto, pour le parti de monsieur, comment il s'appelle, le Gouvernatori, là, c'est Écologie au centre, qui veut faire un parti écologiste qui soit dégagé de l'idéologie woke, etc. Mais ils ont des miettes, ils ont aussi des miettes. Donc il y a quand même un vrai problème, c'est que qu'est-ce que c'est que la démocratie? On voit bien que tout est fait pour mettre dans la tête des Français que le grand débat de notre époque, c'est de choisir entre Macron et Le Pen, et à la génération prochaine, entre Attal et Bardella, qui en fait sont des clones. Ils ont en fait la même personnalité, la même absence d'expérience, le même caractère trop jeune pour pouvoir diriger un pays, et en fait, ce sont des créatures simplement qui sont capables de lire un téléprompteur, c'est tout. Donc ça, je ne me rendais pas compte à quel point le débat était verrouillé. Alors, l'UPR, ça a presque 18 ans, donc, vous pouvez appeler ça, c'est 17 ans à 18 ans l'année prochaine. C'est presque l'âge de la majorité, on va dire, de l'indépendance, de l'autonomie. Tout à l'heure, vous avez dit que, De Gaulle n'avait peut-être pas vraiment assuré sa succession. De votre point de vue, pourtant, vous avez 97 millions de vues sur Internet, donc vous avez réussi à en générer des vues. Est-ce que vous pensez que, les problèmes peuvent pas aussi venir de l'intérieur, de la manière dont vous gérez, de la manière dont vous adressez aux gens? Alors, c'est peut-être une barrière d'âge, c'est juste pour avoir votre point de vue là-dessus. Alors, je me suis beaucoup posé la question là-dessus, mais je sais qu'il y a des gens qui disent que le capitaine est trop âgé, qu'il est trop docte, qu'il fait des conférences trop longues, que j'ai un charisme d'huître. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Ce que je note, c'est que en termes de résultats, c'est la chaîne qui fait le plus de vues. Donc voilà, on a même essayé plein de choses. On a fait des vidéos plus courtes, ça marche moins bien que les vidéos plus longues. Allez savoir. Bon, donc je ne dis pas que je suis infaillible. Hein. C'est sûr que j'ai mon âge. Cela étant, comme je le dis souvent, il faut aussi que les Français comprennent que c'est du sérieux d'élire un président de la République ou un responsable qui dirige l'État. Je prends cette comparaison qui est un peu grinçante, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Reinhard Heydrich, vous voyez qui c'est? Il avait 28 ans, un arien, grand, blond aux yeux bleus, le beau type. Bon. Il est l'auteur de la solution finale. C'est la personne qui a quand même envoyé au four crématoire des millions de juifs, de tziganes, de slaves, de handicapés, d'homosexuels, etc. Voilà. Comparé avec le Mahatma Gandhi. Gandhi, c'était pas Napoléon, c'était quand même un bonhomme qui avait un peu la tête de l'acteur Sim, vous voyez, qui était un petit peu... Lui, il a libéré l'Inde avec la non-violence. Donc ça prouve bien, si vous voulez, que on doit pas choisir quelqu'un en fonction du physique, mais en fonction quand même de ce qu'il prône et de ça. Donc ça... Il faudrait quand même que les Français, ils aient cette maturité. Certains l'ont, mais d'ailleurs, si vous comparez De Gaulle à Macron, Macron est quand même mieux physiquement que De Gaulle. Bon, mais ça s'arrête là. Qui va oser dire que Macron est un meilleur président de la République que De Gaulle? Alors ça, ce que moi j'ai découvert aussi avec la création de l'UPR, et c'est ça, je pense, le principal, c'est que c'est un peu comparable à quelqu'un qui crée un commerce. Voilà, j'ai découvert ça. C'est-à-dire que vous avez deux façons de faire de la politique. La première, c'est d'aller dans un parti existant, qui a déjà son fonds de commerce. Il y a d'ailleurs des partis sans militants, sans adhérents quasiment. Par exemple, le Modem de Bayrou, c'est un parti notable, comme on dit. Ça veut dire qu'en fait, il y a quasiment pas de militants. Et ils ont un fonds de commerce, une espèce de droit de cuissage sur la société française. Ils ont X sénateurs, comme ça, parce ils ont le label Modem, puis voilà, c'est tout. Donc, vous avez cette façon qui est d'aller dans un parti existant, d'y faire votre trou. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous allez avoir des partis qui attirent à eux
en fait des petits Rastignac, des gens, des Bardella, des Attal, ce genre de personnes qui en fait ne sont pas motivés par une vision qu'ils ont de la France, l'intérêt national, etc., quitte à faire le sacrifice de leur vie personnelle, leur vie professionnelle, etc. Non, ça va attirer des gens qui veulent bénéficier du fonds de commerce et de s'y faire un fromage, voilà. Et puis il y a l'autre façon, c'est que vous considérez, c'est ce que j'ai considéré moi, c'est qu'il y avait, quand j'ai créé l'UPR, il y avait aucun parti politique français qui proposait ce que je proposais. Donc il y avait un espace libre dans le marché, on va dire. Oui, mais un marché, mais dans le géopolitique. Oui, mais disons, ça, il y a une vision marketing de la chose qui n'était pas ce que j'avais pas ça à l'esprit. Ce que je pensais, c'est que la vraie solution telle que je l'avais, ça m'est pas arrivé, c'est pas une vision, c'est style Notre-Dame de Fatima, c'est que j'ai été en cabinet ministériel, j'ai beaucoup analysé ce que j'ai vu, et je me suis dit, tout ceci va nous mener au désastre puisque les Français ne dirigent plus leur propre pays. Et donc, j'ai cherché sur tout le champ politique. Je m'étais d'ailleurs rapproché de Charles Pasqua, donc du monde du souverainisme, et j'avais découvert que même Pasqua, en fait, c'était des demi-mesures, c'est-à-dire qu'il ne voulait plus sortir de l'UE. Et donc, je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que personne ne conteste formellement le principe même de construire l'Europe? C'est une construction européenne, c'est quand même une idée parmi d'autres. Il n'est pas normal dans une démocratie que personne ne critique ce principe comme si c'était une vérité d'évidence. Et donc c'est pour ça que j'ai créé un parti politique. C'est pas par vanité personnelle, parce que si j'avais été ambitieux, j'aurais pas fait ça. Vous auriez été dans un parti. Bien sûr. Vous avez créé l'UPR de manière à... Je l'ai créé à partir que tout seul. À pouvoir voilà. contester, à pouvoir proposer un véhicule, un think tank presque nouveau, voilà. Et là où j'avais la naïveté que j'avais, c'était de penser que à partir du moment où je dirais des choses intelligentes, excusez-moi, forgées à l'expérience, rationnelles, logiques, depuis que je suis petit, il y a une qualité qu'on me reconnaît, c'est que depuis que je suis tout petit, tout le monde a reconnu que j'étais quelqu'un de précis, d'extrêmement logique et cohérent, que j'ai toujours une pensée logique, voilà. Et donc je pensais qu'à partir du moment où j'expliquerais logiquement les choses, tout naturellement les gens viendraient. Or non, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un peu comme si vous créez, vous installez dans une ville et puis vous créez un commerce alimentaire, par exemple, je sais pas, une pâtisserie. Alors, si vous achetez une pâtisserie qui existe déjà, vous avez un fonds de commerce. Vous avez un fonds de commerce, donc il suffit Mais si vous installez un autre endroit où auparavant il y avait un cordonnier, et vous avez tout à faire depuis le début. Et petit à petit, il va falloir que vous attiriez à vous des clients qui avaient l'habitude d'aller chez d'autres pâtissiers et qui vont un jour passer devant l'aventure. Tiens, je vais essayer celui-là, c'est un petit nouveau. Et là, vous avez intérêt à pas vous rater, parce que sinon, les gens ne reviendront. Ils essaieront une fois, mais pas deux. Et en fait, c'est ça que j'ai découvert, c'est que la politique, ce que j'ai fait, c'est comme créer un fonds de commerce. Et ça prend du temps. Et la meilleure preuve, c'est que un de mes modèles, pas sur le fond, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais en termes de stratégie politique, c'est quand même un peu celle dont je m'inspire, c'est Nigel Farage au Royaume-Uni. Or, Nigel Farage, il a créé le UKIP, United Kingdom Independence Party, en 1986. Et le référendum qui a donné oui au Brexit, c'est 2016, c'est-à-dire il lui a fallu 30 ans. 30 ans. Parce qu'il a accepté dans l'establishment, quelque part. 30 ans pour créer son parti politique et créer son truc. Donc, nous, ça fait 17 ans, et d'ailleurs, il a commencé à percer au bout de 15 à 17 ans, justement. C'est ce qui nous laisse penser, enfin, c'est un des éléments parmi d'autres qui donne à penser, et on voit qu'actuellement, il y a quand même de plus en plus de gens qui, malgré la barrière médiatique, nous connaissent, notamment grâce aux bouche à oreille et grâce à Internet, et c'est ce qui nous permet de penser que nous allons vers des jours meilleurs, parce que progressivement, on s'est incrusté dans le paysage. Il faudrait une trentaine d'années pour que les idées puissent atterrir. Peut-être une génération. Voilà. Une génération. Alors, à mon avis, non, parce que ça va s'accélérer, parce que je pense que là, tout s'accélère aujourd'hui. Oui, et il n'y a pas qu'en France, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même une remise en cause de l'édifice européen qui est un peu partout, et avec d'ailleurs la contraposée, c'est-à-dire la conséquence, c'est que nous avons des forces euro-atlantistes qui vont tout faire pour comment dirais-je, pour forcer le destin
et pour imposer leur schéma qu'ils avaient dès l'origine et qu'on a caché au peuple, et notamment au peuple français, c'est de faire une Europe fédérale avec un État. Et c'est là la grande inquiétude que l'on peut avoir. Mais ça, forcer ce destin peut aussi provoquer une explosion générale. Donc moi, je n'exclus pas que dans les semestres qui viennent, les années qui viennent, on ait une explosion générale de l'édifice. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du fonds de commerce. Donc, on dit que pour un commerce, pour l'établir, il faut emplacement. Pour un parti politique, c'est quoi? C'est programme, action, communication? Comment vous répartissez votre temps et comment vous diriez, quelle est la formule magique pour justement accélérer ce timing? En fait, vous me faites découvrir d'ailleurs, oui, parce que j'avais jamais réfléchi dans ces termes, mais c'est bien de dire tel que vous faites. Effectivement, l'emplacement. Ce que j'ai découvert, c'est que à partir du moment où j'ai créé un parti d'emblée avec une charte qui s'est voulu s'inspirer du Conseil national de la résistance de 43-44. Pourquoi? Parce que c'est un principe de réalité. Toute l'histoire de France le montre, et par exemple l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais actuellement aussi on le voit, c'est que ça avait été théorisé par les historiens au XIXe siècle entre le Parti national et le Parti de l'étranger. C'est que toute l'histoire de France est parcourue par deux grandes tendances au sein du peuple français, ceux qui sont favorables au Parti de l'étranger, et ceux qui sont favorables au Parti national. Or, ce Parti national, il se trouve à droite et à l'extrême droite, à gauche et à l'extrême gauche. Alors bon, du temps de Jeanne d'Arc, c'est un anachronisme de parler de droite et de gauche, mais quand même, le Parti national, c'était ceux qui voulaient bouter les Anglais hors de France. Mais vous aviez le Parti de l'étranger, les collabos, c'était l'évêque Cauchon, dont je rappelle celui qui a demandé aux Anglais de brûler vive Jeanne d'Arc. L'évêque Cauchon, il était recteur de la Sorbonne. C'était l'intelligentsia parisienne. La bourgeoisie parisienne était du côté des Anglais. Et on va retrouver ça tout au long de notre histoire nationale. De Gaulle en 43-44, quand il fait le CNR, il donne une place très importante aux communistes. Pourquoi? Il n'était pas communiste, De Gaulle. Il était dans une origine sa famille était royaliste, était monarchiste. Et lui-même avait quand même des penchants monarchistes. Mais De Gaulle avait bien compris que pour rassembler tous ceux qui voulaient que la France redevienne la France, que sortir les Allemands, il fallait avoir rassemblé des gens qui allaient de l'extrême gauche même jusqu'à l'extrême droite, puisqu'il avait voulu qu'il y ait la cagoule qui y soit, mais une extrême droite anti-allemande. Et donc moi, lorsque j'ai créé l'UPR, je me suis inspiré de ça, qui était... ça d'ailleurs, ce raisonnement a été encore validé en 2005, puisque vous savez qu'il y a eu 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Or, les sondages post-électoraux ont montré que sur ces 55%, il y en avait 30 qui venaient de la droite et de l'extrême droite, et 25 qui venaient de la gauche et de l'extrême gauche. Le référendum permet ce que certains appellent la fongibilité des électorats, qui normalement ne peuvent pas s'entendre sur des programmes, mais au moment du référendum, comme c'est oui ou non, on peut avoir des majorités, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que depuis 2005, il n'y a plus de référendum. C'est parce que les élites qui dirigent le pays, en fait, derrière Macron n'étant qu'une marionnette, savent bien que les référendums sont dangereux parce qu'ils peuvent faire apparaître des majorités qui sont des majorités du Parti national contre le Parti de l'étranger. C'est comme ça que j'ai conçu l'UPR en 2007. C'est-à-dire que c'est un parti qui, d'emblée, s'est voulu un parti ouvert à tout le monde, un parti qui se focalise sur l'objectif central qui est récupérer notre souveraineté nationale en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et en demandant aux gens d'où qu'ils vinssent, quelle que soit leur pensée politique, leur famille politique, leur religion, leur couleur de peau, leurs origines sociales, etc., qu'ils mettent ça de côté pour se rassembler là-dessus. Enfin, c'était ça, et c'est difficile, parce que c'est très difficile de sortir du clivage droite-gauche. Ça n'est pas impossible, c'est ce qu'on est en train de réaliser. La liste que j'ai présentée, justement, il y a des gens de droite et des gens de gauche qui sont dessus, c'est quand même de nos réussites. Ça se voit aussi dans notre électorat. Moi, je fais beaucoup de réunions publiques, je parle avec beaucoup de gens, il y a des gens, c'est vraiment des gens que rien normalement n'aurait dû faire se croiser et qui sont d'accord sur ce point-là. Mais pour prendre votre expression que je trouve assez bien vue, c'est l'emplacement. Dès que j'ai créé l'UPR, tous les médias ont fait extrême droite. Ils ne voulaient pas. La réalité, on vous a mis au bout du village. Tout le temps. Rappelez-vous, en 2017, qu'est-ce qui distingue de Madame Le Pen? C'était sans arrêt.
Vous parlez comme Madame Le Pen. Je disais, mais non, Madame Le Pen n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Par ailleurs, nous, on n'a jamais, je défie quiconque de trouver à l'UPR la moindre trace d'antisémitisme, d'anti-immigrés, etc. Nous, pas du tout. On a un discours qui est tout à fait républicain, même si le Rassemblement national a évolué, notamment sur la question de l'antisémitisme, mais il y a quand même des relents anti-immigrés, etc. On a d'ailleurs une position sur l'immigration qui mérite d'être soulignée parce qu'elle est originale, je pense, dans le cadre actuel. Mais donc on a eu un effort très important pour nous désincarcérer de ça, parce qu'on savait que c'était la mort. C'est à partir du moment où vous êtes à l'extrême droite, vous vous coupez, que vous le vouliez ou non, vous vous coupez de la gauche et de l'extrême gauche. Et donc vous n'aurez jamais la majorité. Voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous, pas seulement moi, mais le bureau politique, les adhérents, nous sommes résolument hostiles au concept même d'union des droites. On va quand même pas faire une union des droites avec Monsieur Zemmour ou Madame Le Pen ou Madame Marion Maréchal, Monsieur Bardella ou Monsieur Bellamy pour elle, qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc ça n'a pas de sens, en fait. Donc nous, on a des gens qui viennent de la droite et de l'extrême droite, mais on a aussi des gens qui viennent de la gauche et de l'extrême droite. Ça, c'est vraiment important. Mais François Asselineau, donc vous avez réussi à vous extraire un petit peu de cet emplacement à l'extrême droite où on a voulu vous mettre. Et pourtant, quand on vous écoute, donc vous avez réfléchi à une colonne vertébrale de souverainisme, ça n'arrive pas à imprimer puisque quand on regarde les sondages, on est à 0,5% au présidentiel. Quand on regarde les sondages, là, vous n'arrivez pas à décoller, alors que les autres partis qui prônent ce fédéralisme européen, comme vous dites, ils font tous à peu près la même chose, eh bien, eux, on a l'impression qu'on les suit. Donc, c'est un parti de suiveurs contre un parti de contrariants, quelque part, et ça demande du courage d'être contrariant. Donc, mais il faut quand même aider les gens à venir vers vous. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à venir jusqu'à vous? Alors, d'abord, si vous voulez, on se revoit au mois de juin, au mois de juillet. Moi, j'aimerais qu'on voit quels vont être les résultats sortis des urnes. Parce que actuellement, moi, par exemple, en 2014, on avait fait, la première fois qu'on s'est présenté aux européennes, on a fait 0,4. En 2019, 5 ans après, toujours dans l'anonymat médiatique, on est passé à 1,2. On a eu un facteur 3. Bon, maintenant, depuis les 5 ans qui se sont écoulés, tous les facteurs dont je parlais tout à l'heure, le nombre de nos abonnés Facebook a été multiplié par 3. Le nombre de nos abonnés YouTube multiplié par 4. Le nombre même par 5. Le nombre de nos vues qui a été multiplié par 4, etc., etc. Donc on a un facteur 3 ou 4, voire 5, sur tous les facteurs quantifiables. Mais donc vous avez la visibilité. Ça nous donne donc à penser que nous allons voir les résultats. Moi, je ne crois absolument pas dans les sondages actuels. D'ailleurs, bon, je vais pas jouer le teaser, mais il y a, vous savez, peut-être des sondages qui sont réalisés par des ministères de souveraineté en ce moment et qui donnent des résultats très largement différents de ce qu'on a dans la presse commerciale. Et d'ailleurs, ça n'est pas un scoop, parce que regardez les sondages le 16 février 2022, par exemple, vous aviez un sondage IFOP qui donnait Macron à 25%, et avec lui au deuxième tour, Zemmour à 16,5%. Et c'était un mois et demi avant le premier tour. Or, en fait, il n'a pas fait 16,5, il a fait 7. Le même sondage donnait Madame Le Pen à 16, Madame Pécresse à 15, elle n'a pas fait 15, elle a fait 4. On est d'accord. Donc ça, et la commission des sondages avait signalé que c'était des faux sondages. Nous-mêmes, en 2019, on avait des sondages qui nous donnaient à 0,5, on a fait 1,2. Donc moi, je sais qu'actuellement, les gens qui me font confiance, etc., je pense que nous avons une très forte probabilité de dépasser 3%, ce qui signifie un remboursement ce qui est très important pour nous, ça nous fera, si on est remboursé de nos frais de campagne, c'est-à-dire au moins 1 million d'euros, ça nous fera une poire pour la soif, et notamment pour préparer les échéances ultérieures, bien sûr. Et je dis et je maintiens que nous avons une possibilité non négligeable, à la surprise générale, de dépasser les 5. Je ne dis pas qu'on va faire 25, ça c'est impossible parce que il y a le mur de la notoriété. Mais ce que je vois, c'est que partout, on a un très bon accueil sur le terrain. Regardez aussi dès que je fais des vidéos, etc. Regardez, allez voir. Tiens, par exemple, quand je suis allé à Europe 1, allez regarder
non seulement, là je crois qu'on est, au moment même où on parle, je crois qu'on est à quelque chose comme 64 000, 65 000 vues sur le replay d'Europe 1, c'est très supérieur à toutes les vidéos avant et après, et allez regarder les commentaires. C'est pas du bidouillage de notre part, on n'a pas les moyens de bidouiller, allez regarder les commentaires. Maintenant, allez regarder les commentaires quand vous avez une vidéo avec Glucksmann. Avec Glucksmann, les commentaires, alors, il a la notoriété du Parti socialiste. Oui, mais sont terribles. Enfin, il a sur le dos énormément de gens qui savent qu'en fait c'est un agent américain. Enfin, il n'y a que ça. Et c'est pas uniquement des gens de chez nous. C'est des gens de LFI, c'est des anciens communistes, etc. Ce qui me donne à penser. On verra, peut-être que je vais être démenti par les faits, mais moi j'aime bien prendre un petit peu des risques. Moi, je vous recevrai avec plaisir pour faire un débriefing. Voilà. Après... moi, ça me donne à penser que monsieur Glucksmann ne fera pas du tout les 14 qu'on lui donne. Je pense qu'il dépassera, à mon avis, même pas 10. Voilà. Il fera sans doute un peu mieux que les 6 qu'il avait fait en 2019, parce qu'il bénéficie d'un orchestre médiatique colossal, mais c'est même pas sûr. Et donc, ça fait partie des surprises. De la même façon que je suis assez convaincu que M. Bardella ne fera pas les 32. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. Par exemple, les régionales de 2021. Je parle pas du Pléistocène, hein, je parle pas de l'homme de Cro-Magnon, je parle des régionales de 2021. J'ai regardé les sondages, les derniers sondages avant le scrutin en 2021. Par exemple, dans la région Hauts-de-France, vous donnez en 1 Xavier Bertrand avec 33%, en 2 Sébastien Chenu du Rassemblement National avec 32%. Résultat, quelques jours après, monsieur, comment s'appelle-t-il, Xavier Bertrand des Républicains avait fait quelque chose comme 39 ou 40, et Sébastien Chenu, qui était donné à 32, a fait 24. 8 points de moins, c'est énorme. Et vous aviez retrouvé ça, Bardella était donné à 17, il a fait 13, c'est-à-dire quand même 30% de moins que ce qui avait été annoncé. Donc, ce qui est assez curieux, c'est que ces instituts de sondage, à mon avis, sont devenus des entreprises de pure désinformation et de manipulation de l'opinion. Les gens, ils font attention avant le scrutin, et une fois que le scrutin est passé, les gens s'en fichent, et il y a tout un narratif des directeurs d'instituts en disant le dernier jour, dans les 48 dernières heures, l'opinion a changé. Oui, non, mais bien sûr. En fait, moi, la lecture que je fais, c'est que les instituts essaie de faire ce que les Américains ont théorisé sous le nom de self-fulfilling prophecy, c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est de mettre dans la tête des gens, Bardella va faire un score énorme, etc. Et puis nous, moi je vois des gens qui me disent, moi Asselineau j'aime bien, mais il n'y arrivera pas. Mais je dis, mais votez pour vos idées. Ah oui, mais il n'y arrivera pas, vous êtes donné à 0,5. Ce qui permet d'ailleurs aux médias de ne pas m'inviter. Mais si, par exemple, il y avait un sondage qui nous donnait à 3,5, vous imaginez d'un seul coup, effectivement, la dynamique qu'il y aurait. Donc, on a des instituts qui sont des instituts de manipulation de l'opinion. Et puis, lorsque le coup près du scrutin tombe, pratiquement, on passe à autre chose. Et puis, vous avez des instituts qui ont dit oui, en fait, il y a eu une démobilisation de dernière minute de tel électorat. Bon, ça, c'est facile. Hein. Ça veut dire, tout est justifiable de cette façon. En un mot commençant, que les Français, en tout cas ceux qui nous écoutent, votent en fonction de leur intérêt. Il y a pas de vote utile pour une élection qui est à la proportionnelle. Nous, c'est utile déjà si on dépasse 3% parce qu'on sera remboursé. Et si on dépasse 5%, c'est un choc dans la société politique française parce que ce parti qui a été quasiment interdit d'antenne, si franchement on a 5-6% et qu'on a 5 ou 6 députés, franchement ça va être un coup de tonnerre. Surtout que il y a peut-être tel ou tel parti qui eux n'auront pas les 5%, tel parti connu par exemple. Ouais. François Asselineau, pour vous, on est en train de parler de la politique comme étant une grande affaire de communication. Est-ce que la politique, pour vous, c'est de la communication, de l'analyse ou de l'action? Et j'aimerais savoir quelles sont les actions que l'UPR a menées dans les 2 dernières années, les 3 dernières années, où on a vu qu'il y avait quand même une montée de l'antifédéralisme. Si on regarde les sondages dans la population, et là peut-être qu'on pourra dire que les sondages sont faux, mais on voit bien qu'il y a une tendance, alors avec que ce soit pour le soutien de la guerre en Ukraine qui diminue, avec M. Macron qui va envoyer des troupes au sol, donc on voit bien qu'il y a une tendance à aller un peu contre l'Europe. Et pourtant, il y a cette machine qu'on voit dans les médias où on a besoin de plus d'Europe. Donc plus d'Europe, c'est la solution. Vous proposez moins d'Europe ou une Europe différente. Mais j'aimerais comprendre quelles sont les actions. Est-ce que
vraiment se concentre sur des actions d'information, d'analyse ou des actions juridiques. Je peux prendre un exemple. Il y a une action contre Madame von der Leyen au tribunal. On vous a pas vu, par exemple, attaquer Madame von der Leyen. Même si vous l'attaquez en analyse, vous critiquez. En fait, entre la critique et l'action sont deux choses qui sont différentes. Et ce qui... Oui, il y a l'action et l'agitation, si vous voulez. Je sais bien que certains partis essayent de jouer les coucous, de se mettre à chaque fois sur le truc, mais ça ne sert à rien. Si vous voulez, c'est moi, j'ai rencontré l'avocate qui était, elle n'a pas besoin de nous, hein. C'est tel ou tel parti qui dit tiens, je vais attaquer Madame von der Leyen. D'abord, ça ne sert à rien en fait. Tout le monde s'en fout. C'est simplement un usage de communication vis-à-vis de la population française. Mais là, ça se passe en Belgique avec le droit belge, avec un avocat belge. Ils n'ont absolument pas besoin de Pierre-Paul Jacques. Hein. Voilà. Donc, de même que les manifestations, il y a des gens qui disent vous manifestez. On a fait quelques manifestations le 1er mai, plusieurs fois. J'ai manifesté quelques fois pendant l'affaire de la Covid. Ça n'a servi à rien, mais strictement à rien. Enfin, sauf alors, quelles sont les actions qui servent à quelque chose? Ce qui sert à quelque chose, si vous voulez, moi, je n'aime pas manipuler les gens. Moi, je ne suis pas du style à faire des manifestations, voilà, pour faire des manifestations, pour à chaque fois demander de l'argent, et se faire un magot à partir des gens qui crachent au bassinet à chaque manifestation. Moi, je ne suis pas pour la tonte des manifestants, si vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que depuis que j'ai créé l'UPR, tout ce que nous avons publié est gratuit. Il n'y a pas de publicité. C'est la preuve d'ailleurs au passage de mon désintéressement. La chaîne politique que j'ai créée, je l'ai pas appelée Asselineau TV. Parce que ça m'aurait permis avec vous en rendez compte, 97 millions de vues, le pactole que j'aurais pu me faire en faisant des publicités, etc. Bon, tout le monde n'a pas eu cette déontologie. Moi, j'ai créé une chaîne qui s'appelle UPR TV, qui appartient au patrimoine de l'UPR, et à ce titre ne peut recevoir aucun argent de publicité de quelque nature que ce soit. Parce que c'est interdit par la loi. Et tout ce que j'ai mis, toute la matière grise que j'ai mise, il n'y a pas que moi, mais j'en ai fait quand même une large partie, tout ce qu'on a mis est gratis, pro deo, tout le monde peut venir l'écouter. Je pense que c'est cette action qui commence à porter ses fruits depuis maintenant un certain temps. Je vois partout quand je vais en France des gens qui me disent enfin, ça paraît un peu grandiloquent, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai que j'écoute des gens qui me disent « Vous m'avez changé la vie. Avant, je ne comprenais rien. Maintenant, j'ai découvert ça. Maintenant, je m'intéresse à la politique, etc. » Donc, c'est un travail patient qui est sans doute moins spectaculaire que de faire des manifestations, mais qui paye beaucoup plus. On a changé aussi d'univers. Parce que, regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec les Gilets jaunes. Moi, je suis d'une génération, vous aussi peut-être un peu, jadis ou naguère, dans les années 70-80 du XXe siècle, lorsqu'il y avait des torrents de manifestants dans les rues. Hein, moi, je me rappelle 1984, la loi Savary, c'était des millions. C'était des millions de Français qui avaient défilé dans les rues de Paris, de Nantes, de Lyon, etc., pour s'opposer au projet de loi Savary de Mitterrand et de son ministre de l'Éducation, d'avoir une espèce de système unifié de l'éducation nationale qui mettait en cause directement l'indépendance des écoles confessionnelles, notamment des écoles catholiques, mais pas seulement celles-là. Et donc, il y avait eu des millions de gens qui avaient déferlé dans les rues. Et qu'est-ce qu'a fait Mitterrand? Mitterrand, c'était l'ancienne école. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? À un moment, il a dit stop. Et puis là, le Savary a présenté sa démission et ils ont rangé au placard le truc. Voilà. Parce que Mitterrand savait, comme avant lui Pompidou, comme avant lui De Gaulle, qu'au bout du compte, c'est le peuple qui décide. Et que le président de la République n'est jamais que celui qui est mandaté par le peuple pour diriger le pays. Il ne peut pas diriger longtemps, comme disait De Gaulle, on ne peut pas diriger longtemps un peuple contre sa volonté profonde. Il y a ça dans l'esprit du gaullisme. Or, ce que nous ont montré les années récentes, et tout spécialement avec Macron, notamment l'affaire des Gilets jaunes, mais ensuite l'affaire des retraites, c'est que Macron, excusez-moi, je vais être vulgaire, il n'en a strictement rien à foutre. Il y a 2 millions de personnes dans les rues, il envoie des forces de l'ordre tirer avec des LBD et éborgner. Il y a des dizaines de manifestants qui ont été mutilés à vie, il y a eu quelques morts, etc. Il n'en a rien à faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on a changé de régime, on a maintenant quelqu'un, Macron, qui ne se sent pas du tout l'employé du peuple français, si j'ose dire. Il est l'employé de l'oligarchie qui l'a
catapulté à l'Élysée par des manipulations médiatiques et sondagières, et maintenant, il est leur chose. Il a un pistolet virtuel sur la tempe. Il doit faire ce que veut cette oligarchie. Moi, voilà c'est la raison pour laquelle moi, j'ai beaucoup de réticence à dire aux gens d'aller manifester. Non seulement ça ne sert à rien, mais il y en a même qui ont été, comment dirais-je, éborgnés, mutilés à vie. On a vu la même chose. Macron, il est d'ailleurs le spécialiste de se moquer du monde. Regardez le nombre de grands débats, les cahiers de doléances, etc., etc. Il ne cesse que de faire ça. À chaque fois, les cahiers de doléances, il y en a 25 millions, enfin c'est un truc de dingue. Tout a été foutu au panier, etc. Ils s'en fichent éperdument. C'est-à-dire que on est dans un univers où malheureusement, ce qui devait être l'éthique essentielle d'un chef de l'État et d'un gouvernement, c'est-à-dire fondamentalement respecter la volonté profonde du peuple français, eux, ils ont pour mission de ne surtout pas respecter la volonté profonde du peuple français, mais tout faire pour la contourner et lui imposer des politiques qu'il ne veut pas. C'est la raison pour laquelle je pense que le principe dans ce genre de choses, moi j'ai pas envie d'envoyer des gens au casse-pipe, j'ai pas envie de faire des manifestations pour faire de la tonte financière des manifestants. Moi, ce que je veux, c'est que les gens progressent et comprennent l'enjeu. Et là, là, pour le coup, là, il y a un vrai enjeu dans ces élections européennes. Parce que ce sont des élections, je veux dire, c'est l'élection par excellence où on peut faire bouger les choses. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir plus de 5% pour avoir des députés. Et je l'ai dit tout à l'heure, si nous, on a des députés, je vous assure que ça va être un tremblement de terre, mais vraiment un tremblement de terre, surtout si on dépasse des partis très connus, comme les Républicains, par exemple. Mais François Asselineau, à vous entendre, donc il ne reste que, on va dire, l'échéance électorale, puisque vous dites, bon, ça sert à rien de faire une action contre von der Leyen, si jamais... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça n'est pas le rôle d'un parti politique français de se substituer aux avocats qui, en ce moment, en Belgique, attaquent Madame von der Leyen. Ou s'ils le font, c'est uniquement pour se faire mousser. Parce que, quand même, vous vous battez contre le fédéralisme, vous pourriez leur apporter votre soutien. Il y a la Hongrie, il y a la Pologne qui se sont joints à cette plainte. Donc, il y a des pays, des pays, oui, mais bien sûr, mais ce sont, d'abord, moi, malheureusement, nous n'avons pas d'élus. Nous n'avons pas d'élus, nous n'avons pas de députés européens. C'est pas à moi qu'il faut dire que depuis la fin 2018, j'ai mis en ligne sur notre site upr.fr un dossier comme ça de demande de destitution de Macron. On a contacté tous les députés, tous les sénateurs français. Il y en a un seul député qui avait répondu positivement, d'ailleurs. Voilà. Qui d'ailleurs n'a pas été réélu ensuite député. Voilà. C'est-à-dire que tous les parlementaires français auxquels on s'est adressé ont refusé de lancer la procédure de destitution. Pour moi, je considère que c'est absolument scandaleux. Il y a 1000 raisons de lancer la procédure de destitution de Macron. Est-ce que c'est pas trop excessif et illusoire pas du tout. Fin 2016, fin 2000, quand est-ce qu'il a été élu, Hollande? J'arrive à ne plus savoir. C'est en fin 2011. Fin 2011, François Hollande a été élu en 2012. Non, excusez-moi, je reviens. Non, fin 2016, François Hollande avait, pendant qu'il était président de la République, vous savez, commis un livre qui s'appelait « Un président ne devrait pas dire ça ». Et dans ce livre, il y avait un passage où il avait un peu balancé des informations confidentielles défense. Fin 2016, le groupe Les Républicains, à l'Assemblée nationale, a lancé la procédure de destitution de François Hollande en vertu de l'article 68, au motif que justement il avait délivré des informations. Alors moi, c'est rien par rapport à ce qu'a fait Macron. Macron, il piétine la Constitution dans tous les domaines, y compris dans le risque de guerre imminente où il risque de nous entraîner face à la Russie. Il n'a pas mis en œuvre l'article 35 de la Constitution qui fait obligation de demander l'autorisation de l'Assemblée nationale. Par exemple, le sénateur Houpert et le député Dupont-Aignan ont attaqué au Conseil d'État sur le fond de l'article 53 puisque ça affecte le budget de l'État. Ça, c'est le genre d'action. Vous considérez que c'est pas du rôle... Non, ça c'est bien, mais moi je ne suis ni sénateur ni député. J'eusse été sénateur ou député, j'aurais fait ça, mais j'aurais fait ce que n'ont fait ni M. Houpert ni M. Dupont-Aignan, j'aurais lancé la procédure de destitution. Du moins, j'aurais dit que moi, j'aurais répondu favorablement à nous ce qu'on avait demandé. Et j'aurais essayé pourquoi est-ce que Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, a refusé de dire qu'il lançait la procédure de destitution? Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi c'est très gentil de dire que Macron il piétine la Constitution. Si vous voulez, moi j'ai une idée nous avons, parce que je suis pas tout seul pour raisonner dans tout ça, il y a notre bureau politique, j'ai une idée très très aiguë de ce que l'on peut faire, de ce que l'on ne peut pas faire.
Ou alors on fait du show-off, du spectacle. On fait un truc, voilà, on fait des trucs. Donc vous pensez voilà. que ces actions, en fait, ne peuvent pas justement donner de la confiance à des électeurs potentiels ou à des gens qui viendraient vous voir en disant bon, il fait quelque chose, parce que il y a un vieil adage qui dit qui ne tente rien n'a rien. Donc c'est juste pour ça que j'essaye de comprendre. Oui, je comprends bien, mais on peut pas dire que je ne tente rien. Quand je rédige le premier et le seul d'ailleurs un dossier comme ça sur pourquoi lancer la procédure de destitution contre Macron, on peut pas dire qu'on ne fait rien. Mais le problème c'est cette idée. Non, mais le problème c'est qu'on ne peut pas le faire nous, puisque je ne suis pas député ni sénateur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors je peux effectivement aller faire une manifestation avec 300 personnes. Mais vous êtes un parti politique, vous pourriez prendre position. Je les demande quoi sur la décision, on ne demande que ça. Sur Madame von der Leyen, j'ai dit d'ailleurs que si nous on a des députés européens, on lancera des procédures contre Madame, mais pas seulement contre Madame von der Leyen, aussi par exemple contre Thierry Breton. Mais il faut quand même qu'on ait de la crédibilité. Donc pour vous, la barrière, c'est il faut être dans l'establishment, dans l'hémicycle, de manière à pouvoir agir. Il faut avoir le pouvoir pour agir. Actuellement, nous n'avons pas de députés et des sénateurs, et donc moi ce que je n'aime pas, si vous voulez, c'est faire croire aux gens des choses qu'on ne peut pas tenir. D'ailleurs, quand je dis, vous savez que nous militons pour le Frexit, mais j'ai fait des réunions publiques, et je le dis, c'est même d'ailleurs sur notre acte, si nous avons des députés, moi je préviens tout de suite les gens, on ne pourra pas faire le Frexit. Parce que ça n'est pas dans le pouvoir d'un député européen. D'ailleurs, les députés européens ont très peu de pouvoir. Il y en a qui proposent une Europe sociale, une Europe écolo, une Europe des travailleurs, une Europe puissance, etc. Mais pour changer l'Europe, il faut en fait changer les traités. Il faut avoir l'unanimité de 27 gouvernements pour signer un traité nouveau, et ensuite l'unanimité de 27 parlements nationaux ou référendums nationaux pour le ratifier. Ce qui fait 54 institutions. Et c'est bien différent, la signature et la ratification. Fin 2004, le gouvernement français avait signé le traité constitutionnel européen Giscard. Le 29 mai 2005, les Français, par référendum, ont refusé la ratification. Il faut donc avoir 54 institutions pour ratifier un changement de traité. C'est ça, changer l'Europe. Ça n'arrivera jamais. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que je parle bien des 27 gouvernements, 27 parlements nationaux ou référendums, à aucun moment les eurodéputés n'arrivent. Donc moi, fidèle à ce que je fais depuis 17 ans, je ne raconte pas d'histoire. Je pourrais dire, nous, avec nous, il va y avoir le Frexit. Non, je dis nous, c'est une liste pour le Frexit, mais je mets en garde les gens que pas plus que Madame Toussaint pourra avoir une Europe écologiste, ou pas plus que Monsieur, je sais pas, mais Monsieur Bellamy pourra avoir une Europe. Vous êtes pour le Frexit, mais ça ne va pas arriver demain. L'intérêt d'avoir des députés de l'UPR, c'est que nous, on imposera le débat, parce que ce débat est interdit d'antenne. C'est que si nous, on a des députés, là, on pourra pour le coup attaquer Madame von der Leyen, on pourra attaquer aussi Monsieur Thierry Breton, on pourra voter contre le transfert de milliards d'euros à l'Ukraine. Il y a quand même, les Français devraient, au moment où ils vont glisser leur bulletin de vote, il y en a qui ont déjà eu leur chance. Par exemple, Monsieur Bardella, il a été 5 ans député européen. Il a fait quoi en 5 ans? À aucun moment il a fait ce que faisait Nigel Farage à chaque fois qu'il avait la parole, c'est-à-dire mettre les pieds dans le plat. Nous, on sera là pour mettre les pieds dans le plat. Au moment où il y a eu un vote sur les 50 milliards de dollars à envoyer à l'Ukraine, à envoyer à l'Ukraine, il y a eu un vote au Parlement européen. Tous les députés français, tous les eurodéputés français ont voté oui, y compris LFI, à la seule exception des députés du RN. Mais les députés du RN se sont abstenus. Enfin, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut s'abstenir sur une affaire de cette nature? Soit on est pour et on soutient l'Ukraine, soit on est contre, on considère que ça nous entraîne vers la Troisième Guerre mondiale. Donc nous, par exemple, là, si on avait des députés européens, on aurait voté, bien entendu, contre. Mais, bien entendu, encore une fois, je veux que les choses soient extrêmement claires. Si on a des députés européens, on ne pourra pas faire le Frexit, ça n'est pas dans notre pouvoir. D'ailleurs, c'est un argument qui se retourne, parce que il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que c'est bien raisonnable, le Frexit, et comment on va faire pour sortir de l'euro? Est-ce que ça nous coûterait après? Quelles sont les conséquences? Bon, on va peut-être en parler. Mais ce que nous on dit, c'est que laissez-nous en débattre. Il n'y a pas de débat actuellement. Donc c'est même les gens qui ne sont pas tout à fait convaincus par les solutions que nous proposons devraient voter pour nous. Ils enverraient au passage
un message à leur parti politique préféré, au Rassemblement national, chez Reconquête. Je rappelle que le RN et Reconquête sont mordicus pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro. Pareil d'ailleurs au passage pour Lutte ouvrière. Hein. Vous avez vu que Madame Nathalie Arthaud, elle veut pas sortir de l'Union européenne. Elle considère que le Frexit, c'est une diversion. C'est incroyable. Ça veut dire qu'elle ne se bat pas pour sortir d'un truc qui est en train de nous entraîner à la ruine, et notamment les classes populaires. Enfin, c'est incroyable, en fait. C'est d'ailleurs jamais que le résultat... Donc le fédéralisme, c'est la seule solution. Nous, on se bat contre ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, j'ai fait une vidéo là qui a beaucoup de succès. On est à 350 000 vues en 3 semaines. C'est une vidéo qui tire la sonnette d'alarme sur ce qui est en train de se préparer avec une avancée majeure en matière de fédéralisme, et avec Mario Draghi qui pourrait succéder à Madame von der Leyen, qui pourrait être au passage dégagé. Du pareil au même, en fait, quelque part. Hein. Pas tout à fait, parce que Madame von der Leyen, elle est connue pour être extrêmement corrompue et pas très très maligne. Bon, alors que Mario Draghi, c'est un peu l'inverse. Il me semble pas qu'il y ait des rumeurs extraordinaires sur sa corruption. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, par ailleurs. Mais en revanche, il est pas bête du tout. Et lui, c'est un vrai représentant de l'oligarchie. Il est au Bilderberg, il a été sélectionné par le World Economic Forum, il est à la commission trilatérale, et quand il dit en novembre dernier qu'il est candidat à la succession de Madame von der Leyen, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des forces très puissantes qui sont en train de le préparer pour succéder à Madame von der Leyen. Et nous, ça nous intéresse parce que je suis à la loupe tout ce qu'il dit, et ce qu'il dit est très inquiétant. François Asselineau, on a touché un peu sur le Frexit. Une des questions que me posent les lecteurs de François, c'est ceux qui se posent la question de cette option, c'est qu'est-ce que ça coûterait aux Français en termes de perte de pouvoir d'achat ou le coût pour le système pour ressortir. Est-ce que vous l'avez chiffré avec vos économistes? Alors, je dirais qu'il y a 2-3 façons de répondre à ça. La première façon, c'est que, en fait, nous n'en sait rien. La vérité, c'est ça. C'est que ça va dépendre de l'idéologie dominante de l'économiste, si vous voulez. Il y en a qui vont dire ça va rien nous coûter, ça va nous rapporter, d'autres qui vont dire ça va nous coûter des heureux. Donc de ce point de vue-là, moi la seule chose que je connaisse, c'est les faits. Les faits, c'est quoi? C'est de regarder ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Bon, au Royaume-Uni, rappelez-vous quand même, en 2016-2017, on nous expliquait que il va y avoir un effondrement. Voilà, que le Royaume-Uni allait s'effondrer, qu'il y aurait des centaines de milliers de personnes de la City qui traverseraient le Channel. Il y avait même Macron qui avait dit qu'il allait mettre le tapis rouge. On nous avait mis la peur, quoi. Oui, c'était le Project Fear. C'était allé au point qu'on expliquait qu'il y aurait des pénuries de médicaments et même des pénuries de papier hygiénique. Que les sociétés allaient changer leurs sièges sociaux, et l'ont fait, etc. En réalité, quoi? En réalité, non. C'est exactement le contraire qui est arrivé. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un seul Golden Boy qui est parti, sauf si sa petite amie l'avait laissé tomber, mais il y a eu personne n'a quitté le Royaume-Uni, premièrement. Deuxièmement, en matière économique, à la surprise générale, vous avez vu, c'est une information qui date d'il y a quelques semaines, le Royaume-Uni vient de monter au 4e rang il est devenu le 4e exportateur mondial de biens et services. Il a dépassé la France. On nous avait dit que le Royaume-Uni, sortant de l'Union européenne, s'isolerait du monde. C'est ce qu'on nous dit à nous. Vous allez vous isoler. Mais qui a dit ça? Il ne s'agit pas de s'isoler du monde. La Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, n'est pas isolée du monde. C'est un des pays... Ils ont des accords commerciaux. Mais bien sûr. Mais bon, le Royaume-Uni avait le Commonwealth, ils avaient d'autres accords commerciaux. Mais qu'ils ont redéveloppés. Mais nous, on a le monde entier, si vous voulez. Nous, on négociera, on continuera, figurez-vous, à vendre des sacs Vuitton en Chine et aussi en Allemagne, si on sort de l'Union européenne. De la même façon que la Suisse, elle vend en Allemagne, en Chine, etc. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'Europe, même si on en sortait, on aurait d'autres moyens, d'autres contrats commerciaux. Mais bien sûr, on a mis dans la tête des Français que l'Europe, ça serait l'Union européenne, pour parler clair, serait une espèce, vous savez, de protection comme une paramécie. On serait à l'intérieur de ça. Voilà. Et si jamais on en sortait, on serait asphyxié, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est au contraire, on renoue avec le monde entier. Et donc, premier résultat, je vous l'ai dit, le Royaume-Uni vient de dépasser la France comme 4e exportateur mondial de biens et services. Deuxièmement, le niveau de vie. Le niveau de vie au Royaume-Uni, en 2016, le SMIC était inférieur de 15% au SMIC français. Aujourd'hui, il est supérieur de 10%. Rien qu'au cours de l'année 2023, on estime que le niveau de vie, le pouvoir d'achat des Britanniques a augmenté de 3,2% dans l'année contre 0 ou 0,1% en France. C'est-à-dire que c'est le contraire de vous me dites combien ça va nous coûter.
Le PIB, regardez les données macroéconomiques du Royaume-Uni, je ne dis pas que c'est mirobolant, parce que d'abord, ils sont pas sortis de l'OTAN, ils participent aux sanctions contre la Russie, donc ils ont les effets revers, parce que je rappelle que le Royaume-Uni avait 10% de Nord Stream, du gazoduc, comme la France, 10%, l'Autriche 10%, l'Allemagne 20%, et les 50% restants, c'était la Russie. Donc, ils ont une politique, eux, ils ne sont pas sortis de l'OTAN, ils ont une politique très jusqu'au-boutiste contre la Russie. Vous savez que Boris Johnson a contribué à faire capoter le projet de paix. Mais, voilà. Donc, ce qui est la vérité, c'est qu'en termes de niveau de vie, de pouvoir d'achat, de commerce extérieur, etc., et même les grandes données macroéconomiques. Donc ils sont pas isolés, en fait. Et même les grandes données macroéconomiques. L'endettement du Royaume-Uni n'est pas mirobolant, c'est 95% du PIB, c'est beaucoup, mais c'est pas les 120% de la France. Leur solde commercial, leur solde de la balance des paiements est meilleur que la France. L'inflation était à 4,2 en 2023 au Royaume-Uni, 4,1 en France, c'est kiff-kiff. Donc, on n'a pas du tout assisté à ce qu'on nous avait expliqué, on a assisté plutôt au contraire. Donc ça, c'est le premier type de réponse que je fais aux gens qui se posent ce genre de questions. Le deuxième type de réponse que je fais, c'est que il est quand même un petit peu tôt pour juger des effets à long terme du Brexit, puisque ça date en fait de 2020. Et puis, comme vous le savez, le Brexit a été mis en œuvre par des gens qui étaient contre. Madame Theresa May était contre. Puisque normalement, s'il y avait une logique politique, celui qui aurait dû mettre en œuvre le Brexit, c'était Nigel Farage, il en était l'auteur. Bien sûr. Bon, mais au Royaume-Uni, vous savez que celui qui devient Premier ministre, c'est celui qui est à la tête du parti politique qui a le plus de députés. Or, Nigel Farage, en 2015, avait passé un accord public avec David Cameron. Il acceptait de ne pas présenter de candidat. Vous savez que l'élection au Royaume-Uni, c'est un seul tour. Donc, c'est celui qui arrive, même s'il a 25%, il emporte le siège avec 25% si les autres partis ont moins. Donc, ça favorise un bipartisme terrible, le système britannique. Avec un système interne au parti. Voilà, avec un système interne. Et Nigel Farage, avec son parti UKIP, qu'il avait rendu populaire justement en ayant des députés au Parlement européen, était en train de perturber le jeu. Et s'il s'était présenté aux élections générales, il assurait un triomphe des travaillistes parce que les conservateurs, le parti UKIP mordait essentiellement sur l'électorat conservateur. L'électorat conservateur, dans un très grand nombre de constituencies, de circonscriptions, serait passé en dessous des travaillistes. C'est la raison pour laquelle David Cameron, qui était le premier ministre britannique conservateur, il a vu le vent du boulet, il a négocié avec Nigel Farage. Nigel Farage ne présentait pas de candidat contre lui. Mais en échange, il a affirmé qu'il ferait un référendum sur le Brexit. Et il pensait qu'il le gagnerait. Or, c'est le Brexit qui a gagné, c'est pas les anti-Brexit qui ont gagné. Or, à partir de ce moment-là, le système britannique a été ainsi fait que David Cameron a démissionné parce que il y a une certaine éthique au Royaume-Uni, quelqu'un qui perd un référendum doit dégager. Et qui lui a succédé? Mais il a été choisi, son successeur, parmi les députés du Parti conservateur, dont une majorité était anti-Brexit, et qu'on nommait comme Premier ministre Madame Theresa May, qui était furieusement anti-Brexit. Qui est resté peu de temps, en fait. Qui est resté peu de temps. Et même Boris Johnson, il avait viré sa cutie, mais au début, il était anti-Brexit avant de devenir pro-Brexit, parce que c'est un... Bon. Donc ça veut dire que le Brexit a été mené par des gens qui n'en voulaient pas. C'est un peu comme si demain, Macron décidait de faire un référendum sur le Frexit, pourquoi pas finalement. Je rappelle qu'en 2018, quand il est allé à Londres, il a été interrogé par la BBC qui a dit s'il y avait un référendum sur le Frexit, qu'est-ce qui se passerait? Et Macron, en personne, a dit que le Frexit l'emporterait. Imaginons que demain, Macron, saisi par je ne sais quelle lubie, décide de faire un référendum sur le Frexit, dont je me réjouirais. Imaginons que les deux camps aient 50% du temps de parole dans les médias, ce dont je doute. Et imaginons ce qu'avait prophétisé Macron lui-même, que les pro-Frexit gagnent. Qui ferait le Frexit? Macron et Attal. Vous voyez un peu le problème. Donc ça veut dire que il y a des observateurs de la scène politique britannique qui disent que il est difficile de juger encore du Brexit parce qu'il y a des pans entiers des avantages qui étaient attendus du Brexit qui n'ont pas été, qui ne sont pas. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut pas juger des avantages, mais les désavantages n'ont pas été observés. Voilà. Et moi, ce que je vois, et puis alors par ailleurs, il y a un point. Alors le plus important, c'est de quoi il s'agit. Il s'agit de. Moi, je ne propose pas le Frexit pour augmenter comment dirais-je le solde commercial français.
Je ne propose pas le Frexit pour avoir des nouveaux billets qui me conviennent. Je ne propose pas le Frexit par nostalgie. Je propose le Frexit parce que c'est la seule façon que les Français ont de sauver leur pays. Sinon, nous allons directement vers une Europe fédérale, et qui dit Europe fédérale dit que la France devient un État fédéré. Et si la France devient un État fédéré, elle quitte les Nations Unies. On est chassé parce que vous n'avez pas aux Nations Unies un siège pour la Californie, un siège pour le Texas, un siège... Vous l'avez déjà dit dans d'autres médias. Mais c'est fondamental. Y compris pour l'arme nucléaire. Et pareil pour l'arme nucléaire. Mais c'est ça qui est en train de se préparer. Lorsque Macron, lors du traité d'Aix-la-Chapelle, il commence à mutualiser le siège au Conseil de sécurité avec l'Allemagne. Ça faisait partie intégrante du traité d'Aix-la-Chapelle. Lorsqu'il annonce maintenant, il pointe le bout du museau en disant qu'il va peut-être falloir mutualiser la force de frappe. Bien entendu, aussitôt repris par M. Glucksmann, agent américain d'influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de préparer derrière dans les coulisses la transformation de l'Europe en un État fédéral. Et si on fait ça, j'insiste, c'est la mort de la France. C'est la mort de l'histoire de France. Parce qu'une fois que la France n'aura plus de siège à l'ONU, plus de siège au Conseil de sécurité, plus de droit de veto, c'est-à-dire plus une grande puissance, plus de monnaie, c'est plus elle qui décide. Plus d'armement, puisque la force de frappe aura été transférée ailleurs. Plus de processus de fabrication des lois, puisque c'est fait par la Commission européenne. On sera ravalé au rang du canton de Berne. Voilà, qui c'est, en 1978, il y a eu une votation, et puis le nord du canton de Berne, qui était peuplé de francophones, sont devenus un nouveau canton, le canton du Jura. C'est-à-dire que si la France devient comme un canton ou un État fédéré, rien n'empêchera ceux qui veulent démanteler le pays de dire demain que la communauté européenne, la collectivité européenne d'Alsace, dont personne ne parle en fait. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé en Alsace, la collectivité européenne d'Alsace. On a imposé ça aux Alsaciens. Les Français de l'intérieur, comme disaient les Alsaciens, n'ont pas vu ce qui s'est passé. Mine de rien, Macron a fait supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tout en maintenant les préfectures, donc c'est un truc de dingue. Mais en fait, ça s'est appelé la collectivité européenne d'Alsace. Mais si la France devient un canton, on peut nous faire le coup du canton de Berne, c'est-à-dire que dans 5 ans, on dit que l'Alsace, c'est un nouvel État fédéré. Voilà. Et donc, le sacrifice de nos parents, de nos grands-parents, l'histoire de France depuis Louis XIV, tout est détruit. Et puis, il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Après, c'est la Corse. Est-ce que vous avez noté que Macron, justement, est en train de peaufiner un nouveau projet d'autonomie supérieure pour la Corse? Et puis, après, c'est la Catalogne. La Catalunya, qui est une région espagnole, considère que le département français des Pyrénées-Orientales, qui appartient à la France, enfin, cette partie du territoire national a été rattachée au Royaume de France par le traité des Pyrénées de 1659. Alors vous avez des spécialistes qui vous disent Mazarin était très très méchant. Bon, actuellement, si vous allez sur Wikipédia États-Unis, vous tapez Catalunya North et vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait partie de la future Catalunya, un État fédéré dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que cet automne, au mois de septembre, je crois, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, qui est détenu par ELV, a décidé de faire un référendum pour changer le nom du département pour l'appeler Pays catalan. Ça veut bien dire qu'il y a une véritable œuvre de subversion qui est à l'œuvre et dont l'objectif final est le démembrement de notre pays. C'est-à-dire la fin. Est-ce qu'on va assister à la fin de l'histoire de France? C'est ça le truc. Alors il y a peut-être des gens qui se disent, bon, finalement, c'est une vieille dame qu'il faut envoyer à l'hospice, on va lui donner du Rivotril, Ça, c'est une etc. question que j'avais, peut-être pas du Rivotril, parce que ça, c'est ce qu'on a donné à certaines personnes malades. Mais juste pour se faire l'avocat du diable, étant donné qu'on dit qu'on n'est pas allé du côté du Frexit, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il peut y avoir de l'autre côté du Frexit, on peut pas savoir vraiment encore ce qu'il peut y avoir de l'autre côté de l'Europe fédérale. On peut déjà le préfigurer, puisque l'objectif, c'est quand même, on voit bien ce qui est à la trame derrière. L'objectif, c'est quand même le démembrement, c'est le divide and conquer. C'est la stratégie américaine systématiquement dans le monde entier. Pourquoi est-ce que vous avez en permanence des campagnes sur Taïwan, le Tibet, les Ouïghours? Vous avez noté que M. Glucksmann s'est pris d'une passion soudaine pour les Ouïghours. C'est un agent américain qui développe le narratif de la CIA. Je ne suis pas là à dire que c'est mirobolant la situation au Xinjiang, mais quand on parle de génocide au Xinjiang, c'est faux. C'est absolument faux.
Voilà, il suffit de regarder les taux de natalité et le pourcentage de la population des Ouïghours en République populaire de Chine depuis 20 ou 30 ans, elle a augmenté tout simplement parce que le régime de Pékin ne lui a pas appliqué la politique de l'enfant unique qu'elle appliquait à l'ethnie Han. Bon, donc et puis après c'est les Mongols, c'est-à-dire que les Américains, ils essayent de mettre de l'huile sur le feu pour essayer de démanteler la Chine. Comme ils ont prévu pour le Moyen-Orient de démanteler la Turquie, de démanteler l'Arabie Saoudite, et comme ils ont prévu pour la Russie de démanteler la Russie. C'est un des objectifs, un début de guerre implicite dont j'ai, je crois, été le seul à parler. Je renvoie les auditeurs à une vidéo que j'ai faite au dialogue franco-russe. Il y a derrière l'affaire OTAN-Ukraine, il y a la volonté des Américains de morceler en définitive la Russie. C'est pas une invention, hein. Madame Victoria Nuland, elle avait dit elle-même il y avait 150 millions sur un 2015 ou 2016. Voilà, hein, c'est ça. Voilà. Elle avait dit que c'était beaucoup de contrôle, il fallait découper ça. Et vous avez des projets de découpage de la Russie en une quinzaine de républiques qui circulent au département d'État, qui ont été publiés dans le Kiev Independent ou dans le Kiev Post à l'issue d'un colloque avec des officiels américains. Donc, il faut bien comprendre ce qui se cache derrière. C'est que si on reste dans l'Union européenne, si on fait comme ça, vous savez, comme les singes là de Nikko là du temple au nord de Tokyo, c'est d'ailleurs si on veut pas écouter, si on veut pas voir, si on veut pas dire ce qui se passe, et c'est d'ailleurs la raison, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, moi, on m'invisibilise. On est en train d'entraîner la France non seulement vers une submersion, j'allais dire, par domination politique dans tous les domaines et économique, mais aussi à son démembrement. Et là, je voudrais dire, si vous me le permettez, utiliser un petit peu cette affaire aujourd'hui, c'est l'entretien que vous avez la gentillesse de m'accorder, pour que les Français se rendent bien compte de ce que ça veut dire s'ils laissaient tomber la France. Hein, parce qu'au bout du compte, les forces qu'il y a derrière, c'est pas des forces sympathiques du tout. Hein. C'est même pas d'ailleurs le gouvernement américain, c'est l'État profond. Ce qui se cache derrière, c'est BlackRock, c'est Vanguard, c'est Bill et Melinda Gates. Mais vous agitez un peu la peur quelque part de cela. Mais oui, regardez en Ukraine. 45% des terres ont déjà été rachetées par BlackRock et Vanguard. Regardez ce qui se passe avec... Ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette fédération, cette Europe fédérale n'est pas dans l'intérêt du peuple. Non, elle est dans l'intérêt... Vous savez ce qui en découlerait? C'est un retour au nouveau Moyen-Âge, avec l'effondrement des États-nations, et en fait, une nouvelle féodalité. Mais au lieu que vous ayez le duc de Berry, le duc de Bourgogne ou le comte de Toulouse, vous auriez BlackRock, Vanguard, Bill et Melinda Gates. Pour vous, la France, c'est une forme de protection contre nos intérêts. Oui. Et être français, c'est ce que ça veut dire. Oui, parce que ça veut dire les services publics, la justice sociale. En fait, l'objectif, je suis désolé de le dire, c'est peut-être un peu grandiose ce que je vais dire, mais je crois profondément, si on ne réagit pas, on deviendra les esclaves de ces grands conglomérats financiers. D'ailleurs, est-ce que l'affaire de la Covid-19, quand on prend le recul du temps, n'est pas une espèce de préfiguration, d'une espèce de psy-op, d'opération psychologique, pour essayer de voir comment on peut imposer une domination sur des populations par la terreur? Est-ce que c'est pas vrai? François Asselineau, on a fait un très très long entretien. J'ai peut-être une dernière question qui revient un peu à ce qu'on a évoqué tout au début. On a dit que le général de Gaulle, il avait fait le grand écart en incluant des communistes, donc il a su forger des alliances de transgression. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes au sein des souverainistes est-ce que à un moment ou à un autre, vous devez pas transgresser vos propres règles pour forger une alliance et de manière à dépasser non pas les 5%, mais peut-être les 10%? Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que je fais depuis 2017. Mais il y a beaucoup de personnes qui vous interrogent sur ce sujet quand on vous demande, vous avez Dupont-Aignan, vous avez Philippot, vous avez ces notions d'alliance potentielle. Donc là, c'est la transgression en interne. Non, mais là, attendez, de quoi parlons-nous? Monsieur Dupont-Aignan n'a jamais été pour l'Union européenne et pour l'euro et pour l'OTAN. Et pour la sortie, je veux dire, pour la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN. Rien, jamais. Aux dernières nouvelles, il sortait la sortie de la Commission européenne tout en restant dedans. Enfin, voilà. Vous savez, il y a une très belle phrase de Talleyrand que je me permets de citer. Le diable boiteux, le ministre qui avait fait la fin du 18e et début du 19e siècle comme ministre des Affaires étrangères, qui avait servi tous les régimes. Talleyrand qui disait,
pour parler notamment de la diplomatie, mais c'est vrai de la politique, c'est vrai de la vie personnelle aussi, la seule façon de dire oui, c'est oui, toutes les autres veulent dire non. Donc nous, on dit, la seule façon de rendre aux Français leur liberté, c'est de sortir de l'Union européenne et de le dire. Toutes les autres veulent dire non. C'est-à-dire tous ceux qui proposent, comme par exemple, monsieur Poisson, de faire un référendum sur la place de la France dans l'UE. Cette formule alambiquée qu'il a dite à l'heure actuelle, la fin avril, ça veut dire qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire les gens qui disent oui, moi je veux sortir de la Commission européenne. C'est une manière de dire on va redonner le pouvoir au peuple, on va leur demander. C'est une manière d'enfumer la population. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut dire on sort de l'Union européenne, c'est ce qu'on fait depuis 2017. Et notre parti est ouvert à tout le monde. Sur notre liste, on a des gens de tous les horizons. On a même le dernier de la liste que j'ai présenté, c'est monsieur Pierre-Yves Colomba, qui est un homme de gauche, qui a été vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Il a d'ailleurs été maire d'un petit village du Var, vice-président de l'Association des maires ruraux de France et aussi sénateur, homme de gauche, sénateur apparenté PS. Et après l'arrivée de Hollande au pouvoir, il s'est fait apparenter Parti communiste. Il nous a rejoints justement parce qu'il considère qu'il faut un petit peu faire comme le Conseil national de la résistance. Alors, comme le Conseil national de la résistance, une forme de transgression, mais comment vous allez forger cette alliance quand même? Parce que c'est une question fondamentale qu'on a chez les lecteurs de François, dans beaucoup de personnes qui m'interrogent en me disant, mais comment fait-on pour que ces gens regardent l'intérêt national? Mais qui viennent à l'UPR. Je sais bien ce qu'il y a derrière votre question. Non, il n'y a pas de, il y a rien, non, il y a rien, il y a juste une chose fondamentale, c'est gagner à un moment ou à un autre. Il faut savoir. Mais on fait tout pour. On fait tout pour. Et ce qui est très important pour nous, c'est de garder, d'être au-dessus du clivage droite-gauche. Et d'ailleurs, on a été reconnu comme tel par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Ça, je pense que c'est reconnu par les lecteurs aujourd'hui. Voilà. Et c'est reconnu, en fait, par les auditeurs, par vos adhérents. Et ça, c'est une grande victoire, y compris, on va dire, de ne pas faire une fixation sur l'islamisme ou d'autres religions. Donc, on est dans une forme de parti laïque, on va appeler ça. Donc, ça ressemble à la France voilà. Aux valeurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à un moment ou à un autre, vous êtes 10 à avoir 0,5%, 10 fois 0,5, ça fait 5%, il faut passer au-dessus pour que vous ayez des représentants et pour vous battre. On n'est pas 10 à avoir 0,5%. Voilà. Ça, c'est pas vrai. C'était juste Non. Il y a beaucoup de partis qui se sont créés, ça c'est exact, mais il y a actuellement, soyons clairs, vous tournez autour du pot, il y a un procès d'intention constamment instruit par M. Philippot, qui voudrait me faire passer pour celui qui divise. Alors je voudrais dire à ça, puisque vous m'interrogez de façon implicite, je voudrais dire à ça que M. Philippot a quitté le Rassemblement national, ou Front national, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, en septembre 2017, et le 21 septembre 2017. Et vous trouvez tapé Asselineau, voilà, main tendue. Le 21 septembre 2017, j'ai fait une vidéo où je proposais... Je m'en souviens, il y a pas de procès d'intention derrière. Non, mais attendez, ma question, c'est juste vraiment pour essayer d'éclairer les gens. C'est très important ce que je vais dire. C'est pas quelque chose qui doit être passé par. Non, c'était fondamental. J'ai proposé à M. Philippot, qui quittait le RN, de nous rallier. Ça n'a pas été d'ailleurs sans problème interne à l'UPR, puisque nous avons au bureau politique des gens qui étaient hostiles en disant il allait nous marquer à l'extrême droite. En conscience, je me suis dit on peut pas faire ça, justement avec ce souci. Donc j'ai proposé ça. Donc vous avez transgressé vos propres règles internes à l'époque. Qu'a fait M. Philippot? Il n'a même pas répondu. Mais il avait même fait pire. Il est passé ensuite, en 2018, quelques semaines après, chez Bourdin, à RMC, où il a annoncé qu'il avait créé un parti pour le Frexit. Bourdin lui dit « Mais vous êtes le seul ?» Et Philippot a dit « Oui ». Alors que Bourdin savait pertinemment que c'était faux, puisqu'il m'avait accueilli 2 fois comme candidat du Frexit à la présidentielle. Et Bourdin n'a pas réagi. Pourquoi Bourdin n'a-t-il pas dit à Philippot « Comment vous pouvez dire ça alors que moi j'ai reçu ici le candidat du Frexit ?» Vous aviez dit tout à l'heure que les journalistes, vous ne leur faisiez pas confiance. Voilà. Non mais ça veut dire... Non mais c'est très important.
Non, mais c'est que moi, j'en ai ras-le-bol, et pas seulement moi, l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont fait un portrait qui est absolument faux. C'est-à-dire que nous, on a tendu la main. D'abord, quand je dis nous, c'est nous. C'est-à-dire que ces histoires-là, c'est pas François Asselineau. Moi, j'ai été beaucoup plus coulant à l'intérieur du bureau politique, il y en avait qui étaient hostiles. On a tendu la main. Non seulement il n'a pas répondu, mais ensuite, il s'est répandu sur les ondes comme quoi il était le seul. Donc, enfin, je veux dire, c'est ça le point de départ. Et depuis lors, nous avons des attaques incessantes de ces... Moi, je suis d'ailleurs assez étonné de constater que pourquoi on parle toujours de nous et pas de monsieur Dupont-Aignan? Mais pourquoi Dupont-Aignan? Ils avaient fait alliance, sauf erreur de ma part. Monsieur Philippot avait rallié Dupont-Aignan en juillet de l'année dernière. Dupont-Aignan les a largués en race campagne. Normalement, les adhérents de monsieur Philippot devraient d'abord et avant tout en vouloir à monsieur Dupont-Aignan. Moi, je cherche pas du tout. Et puis pourquoi on parle pas non plus de Kuzmanovic? Pourquoi on parle pas d'Alexandre Juvin-Brunet? Je veux dire, il y a eu un émiettement de tout ça. Encore un effort de ma part. Le 31 janvier 2020, j'ai organisé une réunion pour fêter le Brexit. Tout le monde est venu. Enfin, tout le monde. J'avais invité tout le monde. Il y avait Nicolas Dupont-Aignan, il y avait Philippot, il y avait Jean-Frédéric Poisson, il y avait Jacques Cheminade, il y avait Georges Kuzmanovic, il y avait Dominique Jamais, il y avait comment s'appelle-t-il, Gilles Casanova, un ancien de chez Chevènement. Il y avait même le représentant personnel du comte de Paris que j'avais obtenu pour montrer une espèce de rassemblement national. Bon, pas le RN, mais un rassemblement justement pour sauver la patrie. C'est moi, et il y a personne d'autre qui a réussi à faire ça. Alors qu'on vienne pas me dire que j'ai un melon, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi? Moi, je pensais que ça serait la préfiguration d'une espèce d'entente générale, mais à condition qu'on soit bien d'accord sur la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, tous ceux que j'avais invités, à l'exception du représentant du comte de Paris, je le reconnais, et puis de Dominique Jamais et de Gilles Casanova, mais tous les autres ont annoncé leur candidature individuelle à l'élection présidentielle. Vous avez eu Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Jacques Cheminade, Jean-Frédéric Poisson, Georges Cousin. Ils ont tous... C'est pas de ma faute. Ils ont tous proposé leur truc. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et qu'on ne vienne pas après, en termes d'inversion accusatoire, me reprocher que tout ça, ça serait de ma faute. Enfin, c'est incroyable. Non, mais moi, j'ai loin de moi cette idée. En fait, il y a aucune intention derrière mon idée. C'était juste pour répondre et pour donner une réponse aux questions que se posent les lecteurs, vous leur amener une clarification. Je ne suis pas là pour juger de votre clarification. Je suis juste là pour essayer d'apporter des questions que les lecteurs se posent de manière légitime, qu'on leur donne une réponse, que M. Philippot peut leur donner une réponse, oui, que M. Dupont-Aignan... Oui, mais si vous voulez, ce qui est un peu agaçant, c'est que ça fait quand même 257 fois qu'on me pose ces questions, 257 fois que je réponds, et on revient à la charge. Voilà. Bon, je n'y reviendrai pas, c'est juste... Voilà, ce qui est en train de se passer, si vous voulez, c'est que... je vais pas en dire davantage. Nous allons sortir un dossier de façon imminente, avec toutes les références, tout va être sourcé pour que chacun se fasse une opinion sur ce qui s'est passé depuis 17 ans avec l'UPR qui a quand même 10 ans d'avance sur les autres et sur ce qui s'est passé et pourquoi il y a cette floraison de partis adventistes. Voilà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous aimez l'histoire. Bon. Il s'est passé quoi lorsque De Gaulle a commencé à émerger? Tout au début. Dans les années 42, 43, etc. Il s'est passé que les Américains lui ont envoyé dans les pattes. Beaucoup de rejets, oui. On crée beaucoup de problèmes. Voilà. Et lui ont envoyé dans les pattes des gens comme, par exemple, le général Giraud, qui était en fait un agent qui était poussé par les Américains pour empêcher De Gaulle d'arriver au pouvoir. C'est ça, la vérité. Et De Gaulle, il avait fait le CNR. Les Américains lui ont mis dans les pattes le général Giraud. Qu'est-ce qu'a fait De Gaulle, qui avait bien compris que c'était un agent des États-Unis? Il s'en est débarrassé. Parce qu'en fait, le général Giraud, tout le monde savait qu'il roulait par les États-Unis. Donc, mais ça n'empêchait pas De Gaulle d'avoir fait le CNR, le Conseil national de la résistance. C'est-à-dire que je suis désolé de le dire, mais il y a des forces qui ont intérêt à nous mettre dans les pattes des gens qui soit veulent nous entraîner vers la droite, soit veulent nous entraîner vers la gauche, et d'ailleurs à les faire mousser.
Ben François Asselineau, merci bien de cette réponse. Je sais qu'elle vous excite un petit peu, mais écoutez, c'est normal. Mais il n'y a aucun problème. Au moins, vous répondez et vous avez le loisir d'y répondre. Et puis sans polémique. Surtout que les gens. Moi, je m'adresse aux gens en conscience et en confiance. Nous, on a fait tout notre possible. Les gens, on va sortir ce dossier dans les toutes prochaines heures ou les tout prochains jours. Et puis les gens, à partir du moment où les gens sont de bonne foi, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, mais les gens vont pouvoir voir quelles ont été nos actions et comment on a été, ce qu'on nous a répondu. Voilà. Et puis après, les gens verront là-dedans à qui ils peuvent faire confiance. Nous, il y a quelque chose, en tout cas, même nos pires adversaires ne peuvent le nier. Nous avons été le premier parti politique, le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome, à proposer de sortir de l'Union européenne. Et depuis 17 ans, nous n'avons jamais varié. Nous n'avons jamais fait d'alliance avec quelqu'un qui ne voulait pas sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Merci beaucoup François Asselineau sur ce mot de la fin. Donc le jamais fait d'alliance, c'est quand même quelque chose de fort, mais vous avez avec des gens qui ne veulent pas. De la même façon que De Gaulle n'a pas fait alliance avec Pétain. De Gaulle, il a fait alliance avec des gens, fussent-ils des communistes, fussent-ils des gens d'extrême droite, mais qui partageaient l'objectif fondamental qui était de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Ben merci beaucoup François Asselineau. Merci à vous tous de nous suivre. François Asselineau, peut-être juste le mot de la fin pour les lecteurs de François, si jamais je dois vous laisser ce mot de la fin. Je dirais que ils ont vraiment un choix qui est très important. Ces élections n'ont pas une très grande importance puisque les députés européens n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et s'ils votent comme ils ont l'habitude de le faire, il se passera rien. Au bout d'une semaine, si le RN passe de 22 à 24 députés, ça ne changera rien. Voilà. Si Manon Aubry, elle fait, elle passe de 7 à 10 députés, ça ne changera rien. En revanche, ils ont la possibilité de donner à ces élections qui ont peu d'importance, une importance considérable en termes de symbolique et géopolitique et politique, c'est de permettre au parti du Frexit en France d'avoir ses premiers députés. Comme Nigel Farage l'a eu à l'époque. Et n'oubliez pas que la France est censée être la conceptrice de la construction européenne. Parce que si nous, on a des eurodéputés, même 5 ou 6, vous verrez ce qu'on appelle l'establishment en France. Vous verrez la tête qu'ils feront le soir des élections et vous verrez l'impact que ça aura en Belgique, en Allemagne, en Pologne, etc. si on voit que les Français eux-mêmes envoie comme députés des gens qui sont pas pour une autre Europe, pas pour une sortie de la Commission européenne, mais rester dans les traités, enfin des trucs, pas des faux fuyants, non. Quelque chose qui est conforme à l'esprit français, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Nicolas Boileau. Et là, les Français et le monde entier verra qu'il y a le parti du Frexit qui vient en France de remporter une victoire symbolique très importante électoralement. Je vous assure que ça marquera un tournant dans l'histoire de la construction européenne. Merci beaucoup François Asselineau pour ces mots de la fin qui sont forts. Ce qui s'énonce clairement, comme vous dites, se conçoit aisément. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre sur François, un entretien qui était exceptionnellement long, mais on a pu développer. Comme je tenais à tout prix à remercier tous les lecteurs et les personnes qui nous ont aidé à préparer cette interview avec des questions qui sont pas aisées, qui sont pas faciles à poser, mais qui sont nécessaires de manière à ce que les gens puissent se forger leur propre opinion. Parce que chez François, on fait confiance aux lecteurs. Je pense que vous faites confiance à vos électeurs. François Asselineau, merci beaucoup et à très bientôt sur François.